On va attendre quelques instants pour tous ceux qui font encore la queue jusqu'à l'accueil du rez-de-chaussée. Je suis désolé. Peut-être qu'on n'aura pas le droit de déborder, les règles sont un peu strictes dans la maison, sauf pour l'entrée, mais c'est pas grave. Bon, comme de toute façon, toute l'introduction, c'est moi qui vais la faire et que c'est la partie la moins intéressante. On va progressivement démarrer, comme ça permettra à ceux qui ont eu la patience d'attendre de pouvoir rejoindre le cœur du débat, et je pense que c'est ça qui est important. Alors, je crois que, Maud, vous m'avez dit que ça devait être le 250e atelier CSRD de ProDurable. Je pense que le mot intéresse beaucoup de monde et ce n'est pas étonnant. Je vois qu'on fait quand même salle pleine et que, en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui. Bon, la CSRD, je ne vais pas vous faire, on va dire, un long développement là-dessus, sur les nouvelles exigences que ça va apporter en matière de reporting. Ça va aussi apporter de nouvelles exigences en matière de transparence et de gouvernance. Et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important, que l'on voit, nous, à travers le retour d'expérience. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, qui est, on va dire, à la fois le quoi, mais aussi le comment. Et donc ça, je pense que c'est un élément important. Alors, moi, je suis Laurent Vitz, je suis associé EY au sein de notre département climat et durabilité. J'ai la chance d'avoir avec nous Éric Duvaux, Maud de Ménard et Philippe Aubin qui vont intervenir au cours de cette session. Je vais les laisser se présenter après. Peut-être, j'ai quand même le droit, même si la salle n'est pas complètement pleine et qu'il pourrait encore y avoir des prospects potentiels dehors, mais peu importe, je vais faire quand même ma petite page de pub. Vous voyez, en fait, le mot CSRD n'apparaît pas dedans. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la CSRD, pour nous, ce n'est pas qu'un exercice de reporting. C'est un exercice qui va beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément dans les organisations et qui touche à la fois les sujets de climat, qui touche les sujets de produits marques durables, tout simplement de stratégie RSE et aussi de RSE dans la stratégie. Et aujourd'hui, avec un acteur, et ça faisait partie des 2 ateliers qu'on avait fait l'an dernier et il y a 2 ans, un acteur qui est un peu nouveau, qui est aussi le directeur financier dans le paysage de l'agenda ESG, avec une ouverture qui est beaucoup plus grande de l'information, et ça sera notamment un aspect qui sera évoqué aujourd'hui. Alors, CSRD, pour autant, EY, aujourd'hui, on a plus de 30 projets en France, sans doute plus de 200 en Europe sur la CSRD, ce qui en apparence nous donne, on va dire, un peu de retour d'expérience par rapport à ça, mais en fait, c'est un tout petit chiffre par rapport aux 50 000 entreprises qui vont être concernées par le sujet d'ici 2028. Alors, pour, j'allais dire, accompagner, on va dire, cette table ronde, je vais demander effectivement à chacun des intervenants de se présenter. Alors, Maud, je vais vous laisser vous présenter en priorité, bien entendu. Merci. Bonjour à tous. Je fais partie du groupe Bell. Donc, c'est une entreprise familiale depuis 150 ans. Vous connaissez peut-être Babybel, Pompot, Kiri. Donc, c'est le groupe Bell qui a ces belles marques. Et on a un business model qui est autour de la portion saine et durable pour tous. Donc ça, c'est pour qui est Bell. Et qui est Maud. Donc, je fais partie des équipes Sustainability du groupe, avec un parcours un peu particulier, puisque je ne me renie pas. Je viens de la finance. J'ai fait mes classes chez EY pendant 6 ans. Et puis, je suis rentrée chez Bell en audit interne. Et puis, j'ai fait du contrôle de gestion. Et à un moment donné, je cherchais à me reconvertir. J'ai été voir les équipes RSE qui commençaient à parler performance. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans les équipes Sustainability. Merci. Éric. Bonjour, donc, moi j'ai un passé de consultant, 30 ans d'expérience dans le reporting de durabilité. Depuis 3 ans, j'ai accompagné les différentes task force avec Patrick Decambourg pour préparer et la CSRD et les ESRS. Et depuis l'année dernière, je suis directeur des normes de durabilité à l'autorité des normes comptables françaises. Je travaille avec Robert Hoffel, qui est le président de l'ANC. Et puis je partage mon temps en fait avec Bruxelles, à l'EFRAG, où je représente donc la France à l'EFRAG, au Technical Expert Group. J'ai co-rédigé la norme climat et je représente également l'EFRAG dans les discussions internationales avec l'ISSB, la SEC et le Japon notamment. Philippe, quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, Philippe Aubin, je suis associé dans les équipes climat et durabilité et qui suit en particulier toutes les évolutions des normes de durabilité et avec pas mal d'historique également de
toutes leurs évolutions depuis les lois Grenelle ou les lois plus anciennes qui encadraient ces textes-là en France et en Europe. Merci. Alors bon, vous l'avez remarqué, vous l'avez sans doute compris, et c'est pas illogique puisque EY en matière de durabilité a plus de 25 ans maintenant de track record. Cette table ronde, c'est un peu une réunion de famille aussi EY, hein, mais ça, on l'assume complètement. Eric, peut-être justement dans ton rôle, est-ce que tu peux nous faire un peu l'état de l'Union, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au texte? Oui, tout à fait. Donc, alors d'abord, un point essentiel à ne jamais perdre de vue, c'est que la CSRD et les ESRS, ce sont d'abord des outils de mesure de la transition. Non pas uniquement de la performance passée ou actuelle, mais également de la transition future. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup dans les normes, il y a beaucoup de paragraphes qui ont trait aux objectifs et au plan de transition. Donc gardez ça en tête. Ensuite, je voulais juste... bon, vous avez tous vu que le 31 juillet, les ESRS, à travers un acte délégué, ont été adoptés. C'était en plein été, donc il n'y a pas eu beaucoup d'informations autour de cet événement, mais sachez qu'on n'est quand même pas passé très loin de la correctionnelle parce que le combat était très complexe pour faire sortir ce texte. Et c'est un texte qui est stratégique parce que s'il ne sortait pas avant le mois d'août, avec les élections européennes qui arrivent, il y avait un vrai risque. Donc finalement, la Commission a quand même eu le courage de faire passer ces 12 standards qui ont été confirmés. Donc ça, c'est un élément rassurant pour l'avenir. Il y a eu plusieurs messages qui ont été diffusés, notamment dans le Q&A de la Commission. Pour ceux qui suivent ça de presse, si vous allez sur le site de la Commission, à côté de l'acte délégué, il y a le Q&A qui est beaucoup plus court et qui est très intéressant et qui dit notamment que la CSRD va devenir le pilier central de la transparence sur l'extra-financier en Europe. Et donc, par exemple, le principe de matérialité qui a été introduit dans les ESRS va s'imposer aux exigences de la finance durable que sont SFDR, taxonomie verte et pilier 3. Donc ça, c'est un changement de paradigme parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'inverse. C'est la CSRD qui devait nourrir les exigences parfois non pertinentes de la finance durable. Donc la décision a été prise d'inverser ça. C'est un gros changement que personne n'a vraiment relayé, mais je tiens à le souligner. Troisième point, la proportionnalité. Gardez tous en tête qu'une analyse de matérialité pour un grand groupe coté, c'est pas la même, c'est beaucoup plus approfondi que pour une petite ETI, certes au-dessus de 250 employés, mais entre 250, 750 ou 1000 employés, il n'est pas nécessaire d'avoir un développement d'analyse de matérialité ultra poussé. Vous voyez, des scorings à base de faible, moyen, fort, ça peut suffire également. Donc proportionnalité, gardez ça en tête. Et dernier point peut-être... il y a eu une question de la convergence des normes avec les normes internationales. Donc, ça a été aussi très compliqué avec différents acteurs. Mais sachez que l'Europe a tout fait pour qu'il n'y ait pas de double reporting pour les entreprises européennes. Et ça ne sera pas le cas, normalement, même si aucun document pour l'instant n'est signé avec l'ISSB. Mais par contre, on a signé un document de conformité par référence avec la GRI et je pense qu'on arrivera à la même chose avec l'ISSB prochainement. Voilà quelques messages clés. Merci Eric. En fait, bon, ça y est, maintenant le texte est là. On voit quand même que l'exercice entre novembre 2022 et juillet 2023 a montré progressivement une simplification et une volonté effectivement d'accompagner la transition et aussi faire en sorte que cet exercice-là soit fait avec pragmatisme. C'est ce qu'on peut retenir. À quoi doivent s'attendre vraiment les entreprises? Alors, peut-être juste revenir sur le... Ouais. Alors, juste pour revenir peut-être sur les simplifications que l'acte délégué a introduit. Alors, apparemment, on n'arrive pas à les présenter à l'écran, mais on vous les enverra par la suite. Donc la première modification qui date de juin dans les projets, c'était de dire que la matérialité... En fait, les standards tous secteurs ont été définis de façon un peu trop large. Par exemple, la biodiversité, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 ans, dans les projets de l'EFRAG, c'était quand même très, très volumineux. C'était quasiment la TNFD. Et donc, trop large. Donc, il a été nécessaire d'introduire la notion de matérialité pour permettre aux entreprises de ne pas répondre à toutes les informations quand elles n'étaient pas matérielles. Donc ça a été confirmé par la Commission.
sauf sur le climat où il y aura une nécessité de justifier pourquoi le climat n'est pas matériel. Mais sinon, pour tout le reste, les entreprises pourront, alors sous le regard de l'auditeur et de l'AMF pour les sociétés cotées, pourront dire ce sujet-là ou cette information-là n'est pas matérielle pour moi. Donc c'est un peu le principe du comply or explain qu'on connaît très bien en France suite à l'article 225 il y a 10 ans, quoi. On a aligné la définition de la matérialité financière avec la définition des IFRS. C'est-à-dire que la matérialité financière, maintenant, elle correspond uniquement à l'information qui intéresse les investisseurs. Même si on sait tous que l'information financière intéresse aussi les employés ou les fournisseurs pour être sûr d'être payés, etc. Mais bon, c'est une concession, sachant qu'avec la matérialité d'impact, ce sera couvert de toute manière. Ces informations-là sont couvertes. Donc c'était une concession à l'ISSB, mais qui ne prête pas à conséquence. Ensuite, il y a eu des simplifications assez quand même importantes que je voudrais souligner. Donc les plans de biodiversité, l'empreinte au sol sur le cycle de vie, un certain nombre d'indicateurs sociaux sur les non-employés, donc les quasi-employés, mais qui ne sont pas directement sous contrat, ont été, maintenant ne sont plus obligatoires. Donc ils ont été transformés de shall en may. Donc ce n'est plus une obligation. Il y a également la définition des répartitions des effectifs et tous les indicateurs sociaux par pays. Maintenant, le critère a été rehaussé. Avant, c'était uniquement 10% des effectifs. Et maintenant, c'est 50 employés et 10%. Donc la somme des deux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de breakdown, de répartition par plus de 10 pays, par définition. Donc ça va réduire également la granularité des répartitions par pays. Et puis le dernier point, c'est une période de transition d'1 an qui a été donnée pour toutes les entreprises sur pas mal d'informations, tous les effets financiers liés aux impacts environnementaux. Donc ça donne 1 an supplémentaire aux entreprises, soit en 2024, soit en 2025, selon leur taille, pour reporter là-dessus. Et également sur les 11 indicateurs sociaux qui figurent dans S1, il y en a 7 qui ont été décalés d'1 an. Et donc, alors, normalement, vous les avez dans les slides, je ne vais pas les reciter tous, mais c'est-à-dire qu'il y a une grosse proportion des indicateurs sociaux, certains étaient nouveaux, notamment sur les rémunérations, les écarts de rémunération par rapport à des moyennes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça a été décalé d'1 an. Et puis il y a également le seuil de 750 employés qui a été introduit pour repousser de 1 ou 2 ans, notamment tous les sujets sociaux. Donc il y a une progressivité renforcée, une proportionnalité renforcée pour les petites entreprises de moins de 750 employés. Voilà les modifications. Une petite question par rapport à... Parce que là, on parle des ESRS et on parle effectivement de l'exercice de simplification qui a eu lieu. Si on revient sur la CSRD, la directive en elle-même, on sait qu'on a vécu avec une surtransposition de la NFRD historiquement, qui a donné la DPEF. Aujourd'hui, on en est où par rapport justement à la transposition de la directive? Il y a un certain nombre d'exceptions qui intéressent tout le monde, comme les SAS. Est-ce qu'on peut avoir de la surtransposition? On en est où? Alors, c'est on track, c'est prévu pour décembre de cette année, la transposition française. Sachez que la transposition espagnole est également très avancée. Et donc en France, les 2 informations clés aujourd'hui pour qui est concerné, c'est les SAS vont effectivement être confirmées. Et puis également, pour 2024, ce sont les entreprises cotées, donc les EIP d'intérêt public. Et donc celles qui sont, vous savez qu'on avait fait une surtransposition en France, donc les entreprises soumises à DPEF cette année mais qui ne sont pas cotées pourront faire en 2024 une DPEF comme l'année précédente. Et elles ne seront rattrapées par la CSRD qu'en 2025. Merci Eric. Alors, Bell a choisi, on va dire, de démarrer son projet avant d'avoir les textes définitifs, puisque vous avez lancé votre projet en mars 2023. Bien sûr, le projet est en cours, donc tout n'est pas terminé, mais il y a déjà quand même beaucoup d'enseignements que l'on peut retirer, on va dire, de ce que vous avez mis en place, comment vous avez fait, et puis donc voilà, quelles sont les principales difficultés, perspectives, et puis surtout, qu'est-ce qui est de bien dans cette histoire? Oui, ça fait beaucoup de questions en une. Oui. Mais alors commençons peut-être par l'organisation. On va commencer par la boîte à outils, on va dire. Je vais utiliser mes mots et mes termes qui seront sûrement un peu moins techniques, et je m'en excuse d'avance, parce que je ne suis pas aussi calée que vous sur le sujet. Donc je vais utiliser un peu les mots d'enfants qu'on utilise en interne pour
essayer de faciliter l'acculturation à ce sujet pour les équipes chez Bell. Donc d'avance, 1000 excuses sur les termes qui ne sont pas forcément les bons. Donc qu'est-ce qu'on a fait chez Bell? On s'est dit déjà qu'il fallait commencer par un pitch, et que le pitch, c'était autant l'équipe Sustainability que l'équipe Finance qui devait l'apporter. Je pense que c'est intéressant de garder ça en tête, parce qu'après, dans la vie du projet, quand vous avez 2 têtes qui ont porté un pitch, il y a 2 têtes dans le projet. Donc c'est vraiment les 2 équipes conjointement qui ont mené cette première étape. Et puis on a commencé par un gap analysis en chambre par EY, qui nous aide à rédiger la DPEF et qui nous a du coup permis de voir rapidement les trous dans la raquette. Il y en a quelques centaines. Mais donc sur la base de notre DPEF, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas et où est-ce qu'on doit aller? Ça, on l'a rapidement vu. On voulait pouvoir présenter un contenu en Q1 pour montrer qu'il fallait s'y mettre. Et puis, évidemment, en deuxième partie, on a eu une approche plus deep dive où ils sont allés data point par data point comprendre si on avait, si on n'avait pas. Et aussi, information intéressante, si on avait quelque part dans l'écosystème de données ou de reporting chez Bell, mais qui n'était pas encore disclosé dans la DPEF. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a une DPEF qui fait 80 pages et on raconte beaucoup de choses sur les politiques, les plans d'action. Il y a 200 KPI dedans, donc elle est déjà robuste. Mais bon, quand on parle data point, donc un data point, c'est à la fois une politique ou du narratif ou des KPI. On se dit qu'on en a 800 encore. On doit en publier 800, donc on en a à peu près 600 à aller chercher. Donc c'est du boulot, et le but, c'est que ça ne reste pas en chambre dans l'équipe Sustainability, mais bien que les métiers, la finance et l'équipe Sustainability portent le projet. Et en termes de boîte à outils, donc on a eu ce premier gap analysis flash, ensuite un deep dive. Et ce qui a bien aidé aussi pour les présentations COMEX, c'est de manière assez opérationnelle d'écrire chez qui le sujet se rapportait, donc qui allait porter ce data point, et la capacité du groupe à y accéder facilement ou pas. J'entends par là, est-ce qu'on a besoin de ressources IT? Est-ce qu'on a besoin de ressources temps? Est-ce que c'est juste un narratif à modifier? Auquel cas, c'est un quick win, ça peut se faire dès 2023. Donc on est venu qualifier ce data point pour s'assurer dans le temps d'avoir un peu une roadmap par data point, qu'on ensuite duplique par équipe. Et donc c'est merveilleux, puisque maintenant chaque équipe sait à peu près ce qu'il doit faire pour pouvoir combler le vide entre la DPEF de 2022 et la CSRD de demain. Ça a l'air hyper facile. C'est un vrai projet, c'est pas qu'un exercice de reporting. Donc c'est un projet multi-équipe. C'est un projet qui va avoir besoin de copies réguliers pour s'assurer que ça avance. C'est un projet qui ne peut pas être tenu que par l'équipe RSE, parce que sinon on va imploser et on perd tout intérêt à l'exercice. Donc vraiment, on est convaincu qu'en impliquant et les métiers qui savent déjà faire, évidemment, on a l'expert environnement, évidemment, on a l'expert eau, biodiversité. Donc c'est auprès d'eux qu'on s'adresse, et c'est avec eux qu'on a construit les roadmaps. Double matérialité, enseignement, oui. où en fait on ne fait que redécouvrir ce qu'on savait déjà. Effectivement, on a refait aussi la double matérialité, qui est en cours de validation auprès des parties prenantes. Donc elle n'est pas tout à fait définitive, mais elle ne devrait plus trop bouger. Donc là, ce qui était intéressant, on ne l'avait pas mise à jour depuis 2018, en se disant que l'année dernière, la CSRD allait arriver, donc on n'allait pas faire l'exercice pour se faire plaisir. Donc on attendait cette année. Ce qui est intéressant, c'est en fait, on avait identifié les bons sujets, mais depuis 2018, il y a des choses qui ont bougé. Mais ça, on l'intuite tous, les sujets autour de l'eau, les sujets autour de la biodiversité, du climat, tout ça, c'est un peu remonté en haut à droite. Et puis, on a des sujets comme aussi autour du social, la diversité, le talent employee. Ce sont vraiment des sujets qui ont bougé dans la matrice. Ils étaient là, donc on n'a, entre guillemets, pas appris en contenu. En revanche, en importance, en impact, ça a bougé. Principale difficulté dans le projet, ou plutôt dans le fait d'aborder et de lancer ce projet CSRD? Bon, sans surprise, je pense qu'on se l'est tous dit quand on a vu la granularité de chaque donnée ou information qui est demandée. C'est au début, quand on rentre dans le sujet, on se dit que c'est presque pas atteignable. Hein. Mais bonne nouvelle. En fait, on fait déjà plein de choses. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, de se poser la question de quand on a fait la TCFD, quand on fait une DPEF,
quand on commence à travailler sur son emprunto, on s'est déjà posé plein de questions. On l'a peut-être pas formalisé dans l'exercice des PEF, mais c'est quelque part dans l'entreprise. Donc c'est vraiment aller chercher ces informations-là, ce qui fait que la marche est moins haute. Et après, en difficulté, c'est vraiment de pouvoir faciliter l'accès à ce contenu, donc d'avoir un côté très pédagogique, essayer de faire le moins peur possible avec ce qui va arriver, et de s'appuyer sur des gens qui savent faire. Au final, demain, quand on aura les auditeurs qui viendront regarder tout ce qu'on fait, tout ce qu'on publie, aujourd'hui c'est sur le social et sur le carbone, demain ça sera sur l'ensemble du document. En fait, on a déjà des équipes de contrôle interne chez Bell qui mettent en place la sécurité, la robustesse de la donnée, la ségrégation des tâches. Pareil, on a déjà une équipe d'audit interne qui vient auditer le process procure to pay. Donc en fait, notre conviction, c'est qu'il faut s'appuyer sur aussi ces fonctions support qui savent faire, les faire monter en compétence sur le sujet pour qu'elles viennent nous aider aussi dans cette transition. D'accord. Ça veut dire aussi que les textes, quelque part, vous les avez d'abord digérés avant de les diffuser et de mobiliser, en fait. On est dans... Là, on a été beaucoup aidé par EY pour décrypter ce qu'on devait faire. C'est quand même assez technique. Et là, on est dans la phase où chaque métier a sa feuille de route. Et le but, c'est toujours en leur prenant un peu la main, parce que c'est pas quelque chose dont on a forcément envie, de les accompagner à se dire, OK, en 2023, dans la DPEF, on t'attendra sur ça et ça. Est-ce que tu es OK ? 2024, est-ce que tu pourras créer cette donnée, mettre en place ce process ou cette politique ? Donc on est vraiment de manière très opérationnelle en train de leur construire concrètement qu'est-ce qu'on attend de toi sur ton périmètre. En synthèse, enfin pas en synthèse, mais j'allais dire en complément, en fait, l'enjeu data, on sent que c'est quand même l'un des sujets les plus sensibles qui apparaissent à travers effectivement cet exercice-là. C'est-à-dire, on va chercher une information qui existe peut-être, qui n'existe pas toujours, et surtout, en fait, qui n'a jamais été, on va dire, lue, complètement appropriée, revue. Vous avez parlé de contrôle interne. Oui. Donc, on est sur des enjeux qui sont, on va dire, en termes de maturité, pas ceux de l'environnement financier usuel. C'est vrai que quand on est contrôleur financier, on a notre outil de reporting et entre guillemets, je ne dis pas que le chiffre sort tout seul parce qu'il y a des choses à faire, mais le chiffre, on sait d'où il vient. Quand on récupère des données sociales de toutes les entités ou quand on récupère, je pense aux données sociales, parce que par exemple, chez Bell, on sait très bien où on en est sur la diversité ou sur le handicap dans certains pays. Il y a d'autres pays, quand vous opérez dans des pays d'Asie ou du Moyen-Orient ou d'Afrique, parfois vous n'avez pas les mêmes prismes de lecture, donc vous n'avez pas forcément la donnée qui est disponible. Donc il y a déjà cet état des lieux de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il faut qu'on monte, et clairement la marche à franchir sur la donnée S, elle est assez haute. Environnement, on était content. Sur le S... peu de boulot. C'est intéressant, c'est pas intuitif, mais c'est intéressant. Peut-être une question, ou plutôt lorsqu'on a préparé, on va dire, cette table ronde, il y avait une conviction quand même sur, j'allais dire, le côté collaboratif que vous avez évoqué un peu. Je vais vous laisser J'aurais en parler. pu effectivement dire ça en intro. En fait, chez Bell, on a un Chief Impact Officer qui réunit et la DAF et la RSE dans la même équipe. Et donc ça permet d'aller dans un pitch CSRD ensemble. C'est déjà le premier côté assez pratique. Et puis ça illustre une conviction qu'en fait le financier à terme a vocation à suivre une performance financière, mais aussi extra-financière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place et on accompagne les équipes finances dans cette transformation-là. Évidemment, on ne va pas le faire sur nos 200 KPI de DPEF. Ça n'a pas beaucoup de sens et je pense qu'ils ne nous suivraient pas. Donc ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'en fonction de notre matérialité et puis des enjeux du groupe, on a identifié ce qu'on appelait des core KPI. Et les financiers ont vocation à suivre ces core KPI. Donc par exemple, on a du carbone ou de la nutrition. Quand on fait une portion durable enfin, healthier, désolé, je l'ai en anglais, healthier and responsible, c'est du carbone et c'est de la nutrition notamment. Donc le financier a pour vocation, au même titre qu'il suit son résultat ou sa marge, à suivre, c'est quoi mon KPI nutrition dans mon portefeuille de produits, c'est quoi mon empreinte carbone et mon intensité carbone. Et donc c'est du pilotage. Et c'est bien les mêmes indicateurs qui sont à la base dans la DPEF, mais qu'on vient piloter de manière plus régulière en reporting. Au même niveau que le financier.
Juste pour dire, alors franchement, votre témoignage est fantastique. Et juste la même problématique se pose dans les instances. À l'ANC, à l'EFRAG, aux IFRS, il y a ce dialogue à mettre en place entre les profils comptables et les profils durabilité. Et on a les mêmes problèmes. On conduit, à l'ANC, on a un collège qui est composé que de comptables. Il faut leur expliquer le climat. Et puis, il faut que les experts du climat comprennent les règles de comptabilité. Et c'est vrai partout, dans toutes les organisations. Donc, évidemment, d'abord dans les entreprises, mais partout ailleurs. Voilà. Donc, je suis ravi que vous insistiez là-dessus. Donc, perspective, convergence de maturité entre le financier et l'extra-financier en termes de qualité de l'information, de prise en compte de manière au même niveau dans les processus de décision et de pilotage. C'est ce que j'entends en fait de ce qui est en train de se passer chez Bell. Oui, c'est ce qu'on essaye de... C'est une transformation, hein, mais c'est par exemple quand on développe un produit en R&D, on vient regarder la nutrition et le carbone. Donc on se pose des questions quand on vient investir dans une biomasse, dans une usine, on vient regarder évidemment en carbone, et donc dans un ROI, on vient inclure un prix du carbone pour venir mettre en avant ce projet. Très bien. Philippe, alors Bell, est-ce que c'est un bon élève? Est-ce que c'est le meilleur élève? Est-ce que, en fait, tous les projets, c'est quoi le retour d'expérience que tu peux partager de, justement, on a évoqué une trentaine de projets en cours en ce moment. Ils ne sont pas finis, hein, je vous assure. D'ailleurs, chez Bell non plus, ce n'est pas fini. Quels sont effectivement ces premiers retours d'expérience? Merci Laurent. Alors, je ne me permettrai pas de dire de juger, mais en tout cas, je pense que c'est un témoignage très représentatif de ce qu'on entend. Effectivement, on a des retours d'expérience, alors pas par dizaines en France et par centaines au niveau européen, voire même ça commence au niveau mondial, parce qu'il y a une dimension d'extraterritorialité dans les textes. Et effectivement, on a des premières tendances que je voulais partager avec vous. Certaines ont déjà été dites par Maud, et tu en as cité aussi Laurent, mais on commence à avoir des tendances qui se dégagent. Peut-être réinsister rapidement en premier lieu sur par où commencent les entreprises face quelque part à ce qui peut être un peu effrayant au prime abord. Vous l'avez cité, le premier c'est l'analyse d'écart parmi tous ces textes. L'intérêt évidemment c'est de voir où on se situe par rapport à ce qui est exigé, et les premiers retours d'expérience sans grande surprise me confirment ce qu'on intuite, c'est qu'on se retrouve plus ou moins avec trois catégories, avec des proportions un peu variables suivant les tailles, etc. Mais il y a toujours les informations qui sont déjà disponibles et publiées avec le bon niveau dans le rapport annuel. Donc ça, c'est le cas le plus, on va dire, le plus favorable. À l'extrême, il y a ce qu'il faut plutôt créer, donc là, ce qui est complètement inexistant, ce qui fait le plus peur. Sauf que souvent, face à ces difficultés, il y a eu aussi dans les dernières versions de texte un peu plus de souplesse qui a été, comme le signalait Eric, qui a été introduit. Et donc finalement, ce qui faisait le plus peur fait un peu moins peur depuis l'été. Et puis au milieu, vous avez différentes nuances de vert, où il y a des choses qui existent mais pas publiées, ou sur un périmètre partiel, ou pas tout à fait avec la même définition, etc. Donc c'est là où il faut prendre le temps de regarder avec les équipes et les opérationnels exactement quel est le niveau de la marche à franchir par rapport à ce qui est demandé. Le deuxième élément pratico-pratique par lesquels les entreprises commencent, souvent en parallèle d'ailleurs, c'est la double matérialité, puisqu'il y avait des exercices de matérialité mais qui ne s'appelaient pas double. Ceci étant, il y avait des choses qui existaient déjà précédemment. Alors l'intérêt, ça vous l'avez compris, c'est d'identifier les sujets matériels qui font l'objet des exigences de reporting, maintenant que l'ensemble, quasiment la totalité des informations sont soumises à l'analyse de double matérialité. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais les premiers retours d'expérience confortent quelque part le principe de proportionnalité que citait Eric, c'est-à-dire que les grands groupes anticipe plutôt, je veux dire plutôt anticipe parce que ça prend aussi un peu de temps de valider, mais anticipe plutôt que beaucoup de sujets vont être quand même matériels du fait de leur taille, de l'exposition, donc dans le doute, ils ont plutôt tendance à aller les prendre. En revanche, pour les plus petits groupes, on sent qu'ils vont pouvoir faire preuve d'un plus grand jugement sur la sélectivité, en particulier en fonction des secteurs d'activité, sur le niveau de matérialité. Donc voilà les deux. Philippe, est-ce que je peux juste t'interrompre juste pour dire que là, aujourd'hui, on a les ESRS tout secteur,
donc la matérialité est nécessaire, mais à partir de 2026 à 2028, on aura les standards sectoriels. Et dans les standards sectoriels, ce qui est matériel par secteur sera défini. Donc l'analyse de matérialité à partir de 2026, pour les secteurs qui seront couverts, aura beaucoup moins d'importance. Parce que de fait, il y aura toujours la possibilité de dire bon, ça, c'est pas matériel pour moi, mais la grande majorité des sujets sectoriels réellement importants, ils seront déjà définis. Donc pour les entreprises, les petites qui commencent plutôt en 2026, il n'y a pas non plus lieu de s'affoler trop sur l'analyse de matérialité. Merci Eric. Alors, au-delà de ces exercices, qu'est-ce qu'on peut anticiper aussi comme d'ores et déjà, sans même avoir terminé l'exercice ou avoir commencé l'exercice? Premier sujet qui a déjà été évoqué, c'est vraiment l'implication nécessaire de la direction financière pour aller atteindre la gouvernance ou la direction générale avec les bons interlocuteurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper dès le début, ce qui nécessite forcément que chaque direction s'ouvre à d'autres directions, voire se dote de nouvelles compétences qu'elle n'avait pas précédemment forcément. Deuxième sujet qu'on peut anticiper, c'est quelque part le caractère, on va dire, stratégique ou transversal du projet. Même avec la direction financière, c'est pas qu'un projet à deux directions. Il faut vraiment impliquer, falloir impliquer une bonne partie des entreprises, des directions de l'entreprise, la RH, les achats et les opérations. Donc c'est vraiment un projet transversal, voire stratégique pour l'entreprise quand on veut correctement décrypter tous les textes. Et dernier sujet qui est souvent une question qui nous est posée, c'est quand est-ce qu'il faut commencer parce qu'il y a un échéancier. En général, on évite de dire vous êtes en retard, mais on ne le dit pas. Oui, vas-y. Donc la réponse est toujours au bon moment. Jamais pas trop tard ni trop tôt. Notre recommandation, c'est quand même, alors évidemment pour ceux qui sont concernés dès 2024, là c'est tout de suite, parce que c'est même déjà il y a probablement quelques mois les premiers sont déjà partis. Pour 2025, notre recommandation, c'est effectivement vous avez un peu plus de temps, mais quand on voit la complexité du sujet, ça peut être pertinent quand même de jeter un premier coup d'œil, voire de faire un premier dégrossissage de l'exercice dès à présent, maintenant que la plupart des textes sont disponibles, ne serait-ce que pour être capable de phaser et d'avoir un planning plus en phase avec les ressources dont les entreprises disposent. Et in fine, à quoi il faut arriver à quoi il faut déboucher, enfin à quoi il faut arriver, c'est quoi le produit fini de tout ça finalement? Il y a deux éléments à notre sens. Le premier, c'est une fois que vous avez ces analyses techniques, etc., le premier qui est crucial, c'est d'avoir une feuille de route finalement. Donc la feuille de route, c'est pas juste une liste de choses à faire, c'est aussi de se dire quand est-ce qu'on va le faire et qui s'en charge et quand est-ce qu'on commence, est-ce que les personnes ont les bonnes compétences, les bonnes ressources. Voilà, donc il y a aussi besoin de temps et de recul et les entreprises ont aussi beaucoup d'autres priorités à gérer, donc il faut vraiment l'insérer dans les priorités des entreprises. Et le deuxième sujet au-delà de la feuille de route, quelque part, c'est aussi d'avoir bien structuré, ça fait partie de la feuille de route, mais la gouvernance qui va avec, donc tout ce qui est rôle et responsabilité, qui prend la responsabilité de tel sujet? Est-ce que c'est toujours les mêmes équipes qu'avant? Est-ce qu'on fait évoluer les lignes? Est-ce qu'on en profite pour réorganiser un peu la gouvernance de ce sujet-là, y compris, on a parlé de la direction financière, y compris vis-à-vis de la gouvernance, du comité d'audit, des commissaires aux comptes, et tout ça en lien évidemment avec tous les chantiers qui ont été identifiés. Bon, voilà les deux choses auxquelles... Une question par rapport justement en termes de retour d'expérience, et Maud et Philippe, je vous laisserai réagir. Eric l'a très bien dit en introduction, la CSRD, ce n'est pas un exercice de reporting, c'est un outil qui accompagne la transition. Et donc, quelque part, ça veut dire aussi que l'entreprise, vos entreprises, Bell et les entreprises qu'on rencontre, se projettent aussi par rapport à des objectifs, etc. Quelle est, on va dire, aujourd'hui l'implication? Comment est-ce qu'on amène quelque part un COMEX qui est sans doute dans un premier temps en pushback par rapport à cet exercice-là qu'il voit comme un peu formel, à en faire un outil qui est plus stratégique? C'est pour moi ça. Je ne vais pas parler en leur nom. Je vais vous dire ce qu'on a fait avec eux. Donc l'idée c'était de les tenir au courant
parce que ça fait, de nouveau, quand on ne connaît pas, on se demande qu'est-ce qu'on va venir faire chez Bell. Donc on leur a montré de manière un peu digeste ce à quoi ça consistait. Et on va former le comité d'audit là dans 3 semaines. Et le but est d'avoir un copil où on leur remonte un point d'avancement au trimestre. Le but, c'est que effectivement, ça soit bien ancré dans une vision un peu stratégique, parce que si ça reste un sujet uniquement reporting, on va souffrir, je pense. Donc, c'est bien que ça soit porté par, vous disiez, le VP RH, le VP Opération, parce que ça vient infuser en fait dans toutes les strates de ces organisations. Et peut-être si je peux compléter ce qu'on voit, effectivement, il y a toujours un point de passage vis-à-vis des COMEX. Il y en a qui se disent, il y a un peu 2 écoles, il y en a qui se disent, bon, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair avant d'aller voir mon COMEX, j'ai besoin de me faire ma religion, savoir un peu, avoir discuté avec les directions et j'irai voir un peu plus tard. Et il y en a d'autres qui disent, en fait, j'ai besoin de l'impliquer tout de suite, justement, pour qu'il puisse m'aider, pour qu'il puisse m'orienter, pour qu'il puisse aussi nous dire comment aborder certains sujets. Et dans certains groupes, c'est la première chose qu'on fait, on fait une session de sensibilisation au niveau du COMEX. Donc voilà, après chaque groupe manage la chose comme il veut, mais à la fin, il y a forcément nécessité d'impliquer le COMEX. Dans les ESRS, il y a quand même des exigences de transparence sur quelles sont les compétences dont le COMEX et la gouvernance disposent. Donc dans le comité d'audit, est-ce que vous avez un expert capable de juger l'état de durabilité et sa pertinence, évaluer l'analyse de matérialité, etc. Donc il y a des choses qui sont obligatoires. Et ayez en tête que dans le projet de CS3D, donc la due diligence ou le devoir de vigilance européen, je pense qu'il y aura l'obligation d'avoir la rémunération variable des dirigeants basée sur l'atteinte des performances climat. Donc aujourd'hui, c'est juste de la transparence demandée dans CSRD et ESRS. Assez vite, ça va devenir une obligation. Donc, vous avez tout à fait raison d'insister sur la nécessaire évolution de la gouvernance. Ce que je disais tout à l'heure sur l'hybridation entre durabilité et finance, elle doit avoir lieu aussi dans la gouvernance. Merci Eric. On a l'occasion de prendre 1 ou 2 questions dans la salle. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis Tina du cabinet Tolson. C'est une question par rapport à l'embarquement et la conduite de changement nécessaire pour les autres contributeurs qui ont contribué à la CSRD. Donc, vous avez dit, Maud, vous avez défini donc un roadmap par data point. Chaque métier avait son roadmap. Comment est-ce qu'ils étaient impliqués, soit dans la création de ce roadmap, dans l'appropriation de ce roadmap? Comment vous avez travaillé avec les métiers ou avec les autres contributeurs? Donc, ce qui est sûr, c'est que EY, qui nous a accompagnés sur le projet, a interrogé Monsieur Environnement, Madame Climat, Monsieur Biodiversité, absolument tous les métiers ont fait partie des ateliers. Et donc, c'est lors de discussions face à une grille d'analyse. Ça, entre guillemets, tu l'as pas, tu pourrais l'avoir. Et donc, en fait, ils ont eu cette première approche un peu pédagogique lorsqu'on leur a posé les questions de savoir où est-ce qu'ils en étaient. Et donc, dans un deuxième temps, et c'est là où on en est en septembre 2023, c'est bien de repartir de ces feuilles de route et de s'assurer que les gens ont compris qu'on les a interrogés pour quelque chose et qu'en fait, c'est bien eux qui vont nous aider à récupérer cette partie-là. Donc, je dirais que la partie transfo, elle arrive maintenant. Une fois qu'on a pris la bonne photo de famille, qu'on sait où est-ce qu'on veut aller et quand, c'est maintenant qu'on va emmener les gens. On les a informés au début. Il y a eu de la pédagogie pendant les ateliers. Et maintenant, c'est la transfo, c'est d'infuser en fait ces feuilles de route dans le temps et s'assurer que ça délivre. Donc la transfo, c'est que le début là. Et dans les ateliers, donc il y avait une partie pédagogie juste pour qu'ils comprennent c'est quoi CSRD. Présentation, c'est quoi un ESRS, qu'est-ce qu'on entend par matérialité, un peu la CSRD pour les nuls. Mais ça, si vous faites pas ça, vous suivez personne. Enfin, vous emmenez personne. Ouais. Je pense que ce n'est pas des ateliers sur la CSRD, c'est des ateliers sur la durabilité et la transition. La CSRD, c'est juste un outil. Il faut oublier ce mot-là. Ce qui est important, c'est la transition. Bonjour, 2 petites questions qui comptent pour une. Publié en 2026, janvier ou décembre 2026 ?
C'est une question facile. Et le rôle du comité d'audit, si vous pouviez développer un petit peu. Voilà, merci. Alors, 2026, c'est selon le calendrier de reporting annuel, en fait, puisque c'est le même calendrier. Enfin, c'est des informations insérées dans le reporting, annuel. Et donc, c'est selon le calendrier de publication de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de date de mois imposée, mais on sait que les entreprises, les premières, commencent à publier fin janvier, février, et puis après, les dernières non cotées plutôt en juin. Dans le débat, quand on a cité une année, c'est l'année de reporting, et donc c'est publié au printemps suivant, quoi. Et sur la deuxième, sur le comité d'audit, je ne sais pas qui veut la prendre, mais le comité d'audit, tu veux la prendre? Le comité d'audit va devoir avoir un rôle sur ce sujet au même titre que la gouvernance va devoir être renforcée d'une manière générale sur ces sujets de l'entreprise, que ce soit des administrateurs, du comité d'audit et du vérificateur. Donc il y a notamment le vérificateur de durabilité devra reporter ces informations au niveau, devra avoir un lien avec le comité d'audit. Et après, je pense que c'est à chaque entreprise de préciser comment elle va vouloir organiser tout ça, puisque chaque entreprise spécifie les modalités de gouvernance qui lui sont propres. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux compléter. Moi, je veux aller plus loin. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le comité d'audit est responsable de la qualité et de la fiabilité des états financiers. Et demain, il va être responsable juridiquement de la qualité des états de durabilité. Donc c'est un changement complet. Je vous rappelle que la CSRD, contrairement à la NFRD, ce n'est pas une nouvelle directive, c'est uniquement des changements dans 3 directives financières existantes, qui sont la directive Transparency, Audit et Accounting. Donc comptabilité, transparence et audit. Donc ce n'est pas une nouvelle directive, c'est juste un changement des pratiques existantes en matière de comptabilité et d'audit. Ok. Peut-être une dernière question. Vous avez levé la main il y a déjà quelques temps. Et ça sera la dernière question, j'en suis désolé. Quelques mots de conclusion. Okay. Bonjour, merci. Julie Rib, Société Michelin. Vous avez mentionné à un moment donné dans votre tour d'expérience la collaboration avec l'IT. Si vous avez des éléments à ce propos, ça m'intéresse. Quand on parle données, il y a l'IT, forcément, effectivement. Là, je pense que je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça, parce que c'est dans les feuilles de route. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme tel ou tel type de données. Ce qui est sûr, c'est qu'on a sécurisé des lignes au budget 2024 pour avoir de la bande passante de l'IT sur ces sujets-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la partie données va être clé, et la partie aussi workflow de validation, d'où vient la donnée, comment est-ce que elle est validée, donc d'avoir une donnée un peu robuste en termes de contrôle interne, c'est aussi un autre enjeu. Et son auditabilité à terme, exactement. On dit un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé, c'est la digitalisation. Donc toutes ces informations-là doivent être digitalisées. Donc il y a une taxonomie XBRL en préparation. Oui. Donc ça va être une couche supplémentaire pour le service informatique, je pense. Ok, nous arrivons au terme donc, de cette table ronde. Je laisserai quelques mots à Eric à l'issue de quelques mots de conclusion. Bon, ce que je retiens moi en fait de cette table ronde, c'est que d'abord les textes sont là. Il y a un exercice de simplification qui s'est quand même exécuté au fil des échanges et des discussions. Bon, il y avait quand même un certain nombre d'espoirs d'y échapper, notamment pour les SAS qui sont en train complètement de s'évanouir. Donc ça veut dire que maintenant, on sait ce qu'on a à faire. Si on ne l'a pas lancé, il faut y aller. En termes de modus operandi, en fait, on a entendu, on va dire, un certain nombre d'éléments qui étaient assez simples, qui étaient gap analysis, double matérialité. La gap analysis, en définitive, on sent bien que c'est l'exercice qui est utile dans un premier temps pour avoir un peu l'état de l'union, c'est-à-dire les vrais trous dans la raquette, voir effectivement la data qui manque, la data qui est fragile, la data dont on n'est pas sûr d'avoir l'exhaustivité, parce que c'est souvent un sujet d'exhaustivité et de qualité qui apparaît à travers ça. Donc la notion de robustesse de la data,
On voit bien aussi que dans les retours d'expérience, la collaboration entre la direction RSE et les différentes filières de la direction RSE, puisqu'en fait, derrière ça, on parle d'environnement, on parle du social, etc., etc., avec la direction financière pour tous ces savoir-faire en matière de capture de l'information, apport de l'expérience en matière de contrôle interne, tout ça sont des game changers, en fait. Et donc là aussi, et donc on passe, on va dire, d'un exercice de reporting qui semble, on va dire, un peu roboratif, on va le dire comme ça, à un exercice qui est plutôt une vision projet, où il faut embarquer, alors le top management bien sûr, et on voit bien qu'effectivement, il faut qu'ils viennent à un moment donné, parce que l'objectif, c'est pas uniquement d'annoncer des chiffres, c'est bien d'être dans une logique de transition, ça Eric l'a dit en introduction, c'est d'apporter effectivement justement ce buy-in du top management, et voire même l'appropriation, parce que l'exemple que vous partagez justement sur les 5 KPI qui sont utilisés pour prendre des décisions opérationnelles et financières chez Bell qui intègrent à égale importance des éléments financiers et extra-financiers. Je pense que c'est vraiment la vision qu'on doit avoir en matière demain de maturité dans les processus de décision financière et extra-financière. Ce que je retiens aussi, c'est effectivement cette maturité convergente entre les deux environnements. Ce que je retiens aussi, et là Eric, tu vas sans doute rebondir derrière, c'est que oui, on a des textes, il y a 350 pages. Quand on les lit, c'est effectivement, il faut le rendre. Alors, CSRD pour les nuls a utilisé Maud. Eric, je pense qu'il s'est retourné 2 fois sur sa chaise en se disant mais pourquoi pas. Oublions CSRD comme il l'a dit, mais effectivement, il faut réussir à expliquer les choses simplement pour embarquer les gens. Et donc ça, c'est important. Mais que c'est le début aussi d'une histoire, parce qu'en fait, more to come, en fait, si je comprends bien. Oui, merci pour cette conclusion, Laurent. Moi, j'ai 3 mots que je voulais rajouter. Il y a des guides d'application qui sont en préparation à l'EFRAG sur matérialité et chaîne de valeur. L'ANC va publier des guides en français, parce que malheureusement, la traduction des ESRS, pour l'instant, elle n'est pas au niveau. Elle est assez compliquée. Ensuite, donc ça, c'est le court terme, dans les 4 mois qui viennent. À moyen terme, donc dans les 2-3 ans, je vous ai dit en introduction, il faut remettre à plat tous les textes de la finance durable, et l'Europe va s'y atteler, pour simplifier le end of pipe, si je puis dire, et donc les CSRD et les ESRS pourront à leur tour être simplifiés, une fois qu'on aura simplifié, par exemple, les 70 PAI de SFDR, que la CSRD et les ESRS doivent nourrir aujourd'hui, mais donc je pense qu'il n'y a pas besoin de 70. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est encore à plus long terme, 2028. Laurent en a parlé au début. Vous savez que les Américains nous ont imposé l'extraterritorialité sur la corruption. Donc, on a quand même quelques groupes européens qui ont payé beaucoup de milliards. Et bien là, maintenant, en 2028, c'est l'Europe qui impose son extraterritorialité sur le reporting ESG, puisque les groupes étrangers qui font plus de 150 millions de chiffre d'affaires en Europe devront avoir une publication consolidée groupe mondiale. Donc ça, c'est un combat encore à venir en termes de guerre économique entre les différents blocs géopolitiques, mais c'est une volonté de l'Europe de gagner ce combat aussi. Voilà. Merci beaucoup, et puis bonne continuation dans les stands et ateliers de Pro Durable. Bonne journée à tous.